bonsoir, heureux de vous accueillir parce que cette conférence de ce soir va sans doute vous apporter beaucoup de joie d'abord et puis d'intérêt pour tout ce qui est soin à partir de la musique. Alors donc Roland Vallée, qui est le conférencier, a d'abord fait des études supérieures en psychologie clinique et orthophonie à Rennes et à Nantes. Il a choisi, pour faire son service militaire, d'aller en coopération à Madagascar, et bien lui en a pris parce qu'il y a trouvé son épouse. Et après son séjour malgache, il a exercé dans un centre psychopédagogique, excusez-moi, à Carcassonne d'une part, et ensuite en libéral à Nantes. Mais très vite, il s'est rendu compte des limites des interventions spécialisées dans le domaine de la psychopathologie du langage. Alors, à partir de là, il s'est dit, il faudrait que je voie peut-être mieux faire. Et il a donc entrepris une formation de 3 années en musicothérapie à l'atelier de musicothérapie de Bordeaux. Et tout à l'heure, il va vous dire pourquoi un atelier plutôt que de faire un diplôme universitaire. Évidemment, ce soir, il partagera avec vous ses expériences professionnelles et pour cela, il a écrit une dizaine d'ouvrages que vous pouvez consulter ici et mieux encore, emporter avec vous en échange d'un petit billet de 20 €, tous au même prix et avec un cadeau supplémentaire puisque donner naissance à votre âme, voilà, son âme. L'espace philosophique. Voilà. Le dernier en date, oui, vous sera offert. Bon, donc c'est une invitation. Alors justement, je voudrais citer quelques-uns de ces ouvrages-là qui montrent justement tout le parcours de recherche et professionnel qu'a été donc celui de Roland Vallée. Celui-ci par exemple, qui est la relation émotionnelle. C'est une approche thérapeutique par la musicothérapie des troubles de la relation, de l'expression et de la communication. Le suivant, un chemin de la plénitude, ou encore musicothérapie et désir de vie chez la personne polyhandicapée. Donc il montre là la relation entre la musique, l'émotion et la mise en jeu du corps dans le but d'accroître évidemment un meilleur épanouissement. Alors vous me direz, chez les humains évidemment la musique est bien portée, mais curieusement j'étais en train de faire une petite promenade sur internet et je consulte souvent le site qui s'appelle slate.fr et je tombe, mais vraiment tombé, sur un article sur la musique qui a un effet sur les animaux. Et vous ne le croirez pas, c'est une expérience qui a été vérifiée scientifiquement en Nouvelle-Zélande. Un éleveur de poulets biologiques, c'est-à-dire parcourant en plein air comme cela, a été invité, poulets et poules ont été invités à participer à un concert donné par un orchestre baroque. Et, curieusement, vous savez ce que sont les poules, etc. Elles vont et viennent, picorant de ci, de là. Elles se sont rapprochées, et puis, tout de suite, vous pouvez imaginer comme ça. Voilà. Alors, l'expérience ne dit pas si elles ont pondu davantage d'œufs, les poules, mais enfin, il y a eu un effet d'apaisement, parce que souvent les poules, ces coqs, n'est-ce pas, ça se bat, un effet d'apaisement vérifiable. Voilà. Alors donc, si c'est vrai chez les animaux, encore plus cela sera-t-il vrai chez les humains. Voilà le petit parcours que j'ai fait tout à l'heure et qui m'a réjoui. Voilà. Alors, tout à l'heure, Roland Vallée vous en parlera plus particulièrement. C'est aussi un récit d'expérience où il a lui-même côtoyé la mort. Et dans le livre que vous trouverez là, qui s'intitule « Du sabre au sacre », de la souffrance à l'harmonie, de la musique à la vie. C'est l'histoire de sa reconstruction psychologique après avoir été victime en 2009 à Madagascar d'un coup de sabre fulgurant qui lui a fait entrevoir la mort. Mais je n'en dis pas plus, lui-même saura mieux vous expliquer ces choses-là. Et puis, un ouvrage aussi qui s'intitule « L'énergie vitale des mots ». Et à ce sujet, d'ailleurs, je pourrais vous lire quelques propos, parce que vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir, Roland Vallée est un poète également. Et pour terminer, en tant que psychologue clinicien, il a aussi été expert auprès des tribunaux et dans un ouvrage qui s'appelle « Tsunami de la conscience »,
il fait l'analyse psychique et dit l'immense souffrance des enfants victimes de violences sexuelles. Voilà, pour faire une présentation assez rapide. Et alors, tout de même, quand je vous disais qu'il était poète, ce serait dommage que vous ne le sachiez pas, qu'il davantage. Alors, à propos des mots, il dit ceci: il y a des mots qui chantent, des mots qui vous font vibrer, des mots comme ceux des enfants dont les yeux brillent de gaieté. Il y a des mots qui dansent dans votre tête toute la journée, des mots comme ceux qu'une maman peut dire à son bébé. Mais il y a aussi des mots qui vous font pleurer. Le cœur en devient si gros qu'on ne peut plus le supporter. Il y a des mots qui blessent, des mots qui peuvent même vous tuer quand disparaît la tendresse, quand on ne sait plus écouter. Mais il y aura toujours, faut l'espérer, des mots d'amour, des mots câlins, des mots gentils, des mots qui respirent la vie. La parole est à vous, voilà. Bien, bonsoir à chacune et à chacun. Ça marche le micro là? C'est bon? Peut-être pas trop. Non, mais vous entendez bien là? C'est bon pour ça. Donc c'est toujours un bonheur pour moi de me retrouver ici parmi vous, invité par l'association des Amis de l'Université, dont je remercie vivement son président, M. Bosquet, qui continue de me faire confiance pour contribuer à nourrir l'esprit et le cœur selon la noble devise de cette association. Donc le thème ce soir que je vais aborder avec vous, c'est la musique au service de la relation émotionnelle et du handicap. La musique a toujours occupé une place vitale dans l'existence des êtres humains, contribuant à créer une certaine stabilité dans les communications humaines. Ce sont les Grecs notamment qui ont laissé entrevoir les influences bénéfiques du rythme et de l'harmonie sur les êtres humains. Le rôle essentiel de la musique apparaît en effet dans plusieurs de leurs mythes. Le plus connu, celui d'Orphée, assurément, est considéré comme le mythe fondateur de la musique. La création musicale n'a cessé ensuite de se développer, adoptant des formes de plus en plus élaborées et variées, constituant au final le moyen privilégié de l'expression corporelle et émotionnelle de l'être humain. Et bien précisément, mon intention ce soir, c'est de vous parler de la manière dont la musique s'avère un puissant moyen au service de la relation émotionnelle et du handicap. Donc dans la première partie de cette conférence, j'aborderai de façon théorique, assez succincte, mais en donnant l'essentiel, donc j'aborderai de façon théorique le phénomène émotionnel inhérent à chaque être humain, ainsi que la synergie entre la musique, l'émotion et la mise en jeu du corps. Dans la seconde partie de cette conférence, afin que vous puissiez concrètement, cette fois, mieux cerner encore ce qu'implique véritablement cette relation entre la musique et l'émotion, je développerai un certain nombre de situations autour du support privilégié de la musique, vécu pour ma part tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ma longue expérience de psychologue clinicien et de musicothérapeute me permettent en effet de confirmer que la musique a un potentiel énorme pour aider les êtres en souffrance à recouvrer leur énergie vitale, leur sécurité intérieure et à réinvestir pleinement dans leur désir de vie. Mais avant tout, il me semble important de prendre conscience qu'en réalité, au cœur même de notre être, repose toute l'énergie nécessaire dont nous avons besoin pour accomplir l'œuvre d'art que doit constituer notre vie. Trop souvent, en effet, nous semblons l'ignorer et nous allons chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur, le remède que nous avons à l'intérieur. Eh bien, ensemble, ce soir, nous allons essayer de comprendre de quelle manière la musique peut s'avérer un puissant médiateur pour nous aider précisément à bénéficier de cette formidable énergie qui est au cœur même de notre être. Alors, commençons par nous intéresser avant tout à l'émotion. Cette émotion qui est au cœur de chaque être humain et dont l'expression est vitale pour la construction de son identité. Je vous montrerai ensuite en quoi la musique est un outil remarquable pour faciliter précisément l'expression de nos émotions.
La plus belle émotion, disons, la plus fondamentale pour un être humain, c'est de se sentir accueilli dans son existence, accepté dans sa différence. J'existe réellement quand je peux exprimer mes émotions, sans crainte d'être jugé, exprimer ma joie, ma tendresse, mes envies, mais aussi ma colère, mon désaccord, ma tristesse, mes peurs. Si je ne peux pas exprimer mon émotion, j'aurais tendance alors à me mettre en retrait, à perdre confiance en moi, et qui plus est, dans ce cas, je prends surtout le risque de me laisser définir par les autres. Quand je donne à entendre mon émotion, je traduis tout simplement le mouvement de la vie qui est en moi. Si mon émotion ne peut circuler librement, mon corps va réagir, des tensions vont s'installer et se faire ainsi violence à soi-même peut déboucher à un moment donné sur une violence vers autrui, dans ce qui se nomme au passage, dans ce qui se nomme un passage à l'acte, incontrôlé. Accueillir l'émotion, c'est savoir lui donner le temps et l'espace nécessaires pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de son mouvement. L'harmonie de l'être humain est principalement liée à l'harmonie de ses moyens d'expression émotionnelle. Alors si a priori le langage verbal, les mots, permet l'expression de nos émotions, il n'en est pas assurément le seul moyen, loin de là. Au reste, au passage, nous pouvons noter que chez l'enfant qui vient de naître, par exemple, l'expression émotionnelle précède de loin l'apparition du langage verbal. Cela dit, pour un certain nombre de personnes, qu'elles soient handicapées physiquement, au niveau des organes de la parole, ou tout simplement trop submergées par l'émotion pour pouvoir s'exprimer par la parole, la nécessité alors de passer par d'autres canaux de communication que le langage verbal devient alors vitale pour leur équilibre. Il nous faut distinguer le vécu de l'émotion et l'expression de l'émotion. En effet, nous pouvons vivre une émotion intense et se refuser à l'exprimer. Je peux par exemple être profondément triste et retenir ce qui dort en nous. Et de cette manière nous rendre plus libres, plus authentiques, plus vivants. En musicothérapie, la musique est au premier plan, au premier rang, pour aider le sujet à laisser sortir ses émotions enfouies. Il s'agit en effet, avec le support de la musique, de multiplier les rencontres avec les sons, la voix, les gestes, les mouvements, en donnant libre cours aux associations les plus diverses. Lorsque le corps tout entier, stimulé par la musique, se met à vibrer, l'expression corporelle va devenir alors immanquablement émotionnelle. Françoise Dolto, célèbre psychanalyste que j'ai eu la chance de rencontrer dans les premières années de ma vie professionnelle, répétait souvent que le corps ne ment pas. La mise en jeu du corps nous oblige à être vrai. Le musicothérapeute, de par sa formation, est au fait de la maîtrise de sa propre dynamique émotionnelle. Et cela lui permet ainsi de savoir où il va dans ce qu'il propose au sujet. Car il n'est pas question, naturellement, pour le musicothérapeute, d'entraîner le sujet dans des labyrinthes desquels il ne saurait sortir. Je tiens à préciser, à cet endroit même, au cours de cette conférence, que lorsque j'emploie le terme « sujet » dans cette conférence, ça désignera toujours la personne en question, dans sa totalité, et non définie uniquement par son symptôme. Donc, au cours du traitement en musicothérapie, à travers l'implication de tout son corps en mouvement et de l'alternance recherchée des tensions et des relâchements nécessaires à son équilibre émotionnel, le sujet va progressivement réinvestir dans une estime de soi, mieux comprendre ses propres émotions, apprendre à ne plus s'en effrayer, et mieux encore, il va s'en fortifier, découvrir au fond de lui-même des richesses insoupçonnées, et c'est alors qu'il n'aura de cesse d'y revenir, remaniant ainsi positivement ses relations à autrui. Mais bon, vous saisirez mieux tout cela dans la seconde partie de cette conférence, dans laquelle je vous apporterai des situations concrètes. Essayons maintenant de comprendre tout simplement en quoi la musique nous transporte infailliblement vers une résonance émotionnelle, et de quelle manière s'opère la synergie entre la musique, l'émotion et la mise en jeu du corps.
Il est établi que la construction identitaire de l'être humain, autrement dit la conscience de soi, se met en place à partir des premières expériences vocales et corporelles, et parallèlement de son acceptation de l'autre en tant que différent de soi. C'est ainsi que progressivement, dès notre naissance, s'imprègne en nous, indéniablement, notre histoire sonore. La voix de notre mère, notre propre voix, les bruits divers de notre environnement, les chants, les comptines, les musiques que nous entendons. Et s'imprègnent aussi les ressentis des premiers contacts physiques qui sont liés à la nourriture, au change, au déplacement. Et de ce fait, en musicothérapie, l'un des premiers supports efficaces pour commencer à accueillir la résonance émotionnelle du sujet se situe autour du souffle, du vocal, du sonore. Puis, progressivement, la mise en jeu de sa dynamique corporelle, sous l'impulsion, bien sûr, de la musique, va venir faciliter chez le sujet la résonance de ses empreintes émotionnelles, en relation précisément avec sa propre histoire vécue. Et c'est ainsi que pourront apparaître à un moment donné, souvent inconsciemment bien entendu, des vibrations intimes qui se traduiront en tension, en résistance, en pulsion ou en blocage. Si à cet instant-là, le sujet se sent respecté, non jugé dans sa mouvance émotionnelle, et mieux encore, fortifié dans son droit à être différent, alors il a quelque chance d'accéder à l'émergence du sens de cette résonance, de développer sa créativité et d'entrer ainsi dans un espace de symbolisation, s'éloignant ainsi du déni ou du refoulement. Nous nous situons là véritablement au cœur de la musicothérapie. En musicothérapie, il ne s'agit pas d'analyser les conflits, mais de stimuler la résonance émotionnelle du sujet dans l'instant même de la rencontre. Le contact corporel va donner du contenu affectif à la rencontre, à condition, bien entendu, qu'il y ait reconnaissance réciproque dans un respect absolu de l'autre. La musique possède ce don extraordinaire de venir nous chercher au plus intime de nous-mêmes, à notre insu bien souvent, sans que nous nous y attendions, pour peu malgré tout que nous soyons un minimum réceptifs et non emprisonnés dans des a priori ou des jugements réducteurs à son égard. La musique accumule dans ses notes une inépuisable possibilité d'émotion. Elle se prête à d'innombrables associations et interprétations, entre lesquelles, en définitive, elle nous laisse choisir. La musique ne s'appréhende pas d'emblée par la logique et la raison, mais essentiellement par les voix du corps et du cœur. Et en ce sens, elle est à la portée de chaque être, même le plus démuni. Elle est un outil remarquable pour cheminer vers la connaissance de soi, et assurément, elle nous fait avancer vers plus d'humanité. Dans tous les continents, sous toutes les latitudes, les êtres humains expriment, à travers leur musique, la profondeur des sentiments qui les animent, les énergies qui les révèlent, les forces de vie qui les font avancer. La musique et l'expression du corps, pas nécessairement la danse au sens pur du terme, ne peuvent qu'amener l'être humain à s'épanouir, à s'affirmer, à mieux appréhender sa vraie personnalité. Alors les effets neurophysiologiques du sonore et de la musique sont à ce jour largement démontrés par les neuroscientifiques. Je ne m'étendrai pas sur ce point dans cette conférence, mais pour les personnes intéressées, vous pourrez toujours en trouver un chapitre complet dans mon ouvrage intitulé « La musicothérapie, un chemin de plénitude ». Cela dit, ce n'est pas parce que la musique produit des effets neurophysiologiques que nous pouvons dire pour autant que ceux-ci sont obligatoirement thérapeutiques. La thérapeutique est l'art de soigner, de guérir. Mais la musique, comme les alcaloïdes, le curare ou la morphine par exemple, ne soignent pas obligatoirement. C'est l'usage et le dosage qui en sont faits qui déterminent leur caractère bénéfique, thérapeutique ou au contraire déstabilisateur, ou destructeur. Ce dont nous sommes certains par contre, c'est que la musique s'adresse directement aux émotions, qu'elle vient toucher l'être au plus près de son histoire, qu'elle vient mobiliser les affects et l'inconscient. Avec la musique, l'impossible devient possible. Le lointain devient présent.
le mouvement se délie, l'harmonie prend sens. Le musicothérapeute est habilité, de par sa formation, à renforcer le vécu corporel et émotionnel du sujet et à lui faciliter précisément une mise en sens de ces résonances particulières à la musique. C'est à ce niveau-là que se situe véritablement le thérapeutique. Voilà ce que je souhaitais vous communiquer, tout au moins pour l'essentiel, concernant la partie théorique du précieux apport de la musique dans les traitements engagés en musicothérapie. Cependant, avant d'entrer dans la partie concrète des situations, je voudrais quand même souligner ici, d'une manière beaucoup plus générale, disons, le fait que nous n'aurons jamais fini de nous ouvrir à toutes les impulsions magnifiques provoquées par ces voix et ces musiques sublimes venues de multiples horizons et porteuses d'atmosphères uniques. Sachons nous enrichir de la différence et laissons vraiment la musique venir nous toucher au plus près de notre histoire personnelle, venir nous aider à avancer vers le beau, vers le vrai, vers l'authentique, nous enrichir de vibrations multiples et nous faciliter ainsi l'ouverture de notre espace intérieur. Permettez que je boive un petit coup. Bien, passons alors maintenant à la seconde partie de cette conférence qui devrait vous intéresser au plus haut point, j'espère. Donc cette seconde partie basée sur l'intense et vibrante réalité des situations que j'ai vécues, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors commençons par les merveilleuses aventures que j'ai vécues dans ma vie professionnelle, en utilisant la musique au service du handicap. Les merveilleuses aventures dont je vais vous parler, dont je vais partager les exploits ici avec vous, ne s'inscrivent pas dans des voyages au bout du monde, non. Elles se vivent au plus profond de l'être, blessé dans son corps et dans son âme, au plus intime et au plus près de lui, au cœur de son existence, dans une lutte permanente pour continuer à soutenir son désir et son goût à vivre. C'est là, en effet, dans les profondeurs inexplorées, abyssales, au cœur même de ces êtres en besoin vital de reconnaissance, que notre travail en musicothérapie va prendre sa véritable dimension. Auprès de ces enfants, adolescents et adultes, atteints d'un très lourd handicap physique, mais dont les espaces corporels réduits ne devront plus pour autant leur empêcher de vivre cette immense aventure de la vie, de leur vie, digne de notre plus grand respect, convaincus que nous sommes de l'immense valeur à lui accorder. La personne atteinte d'un lourd handicap est trop souvent identifiée à son corps de travers, à sa coquille, à son fauteuil roulant, à ses prothèses, à l'écoulement de sa salive, et parfois à ses cris perçants. Et de ce fait, le plus grand danger qui se présente face à elle, c'est de ne pas se sentir exister dans le regard et dans l'écoute de l'autre. Les personnes qui ont travaillé dans ce domaine connaissent bien ce problème. Si nous désirons véritablement changer notre regard et notre écoute dans notre approche de la personne atteinte de handicap, nous devons impérativement développer notre confiance dans l'existence réelle de ses potentialités. Et pour ce faire, nous attacher non pas au corps objet de la personne, objet la plupart du temps de rejet et de souffrance, mais nous attacher à son corps émotion, émotion génératrice de vie. La personne atteinte de handicap a besoin en effet de ressentir des contacts autres que le plastique de sa coquille, le caoutchouc de son fauteuil, la rudesse de ses chaussures orthopédiques, l'emprisonnement de ses attelles ou des multiples protections nécessitées par son état. C'est nourri, contenu pour les besoins quotidiens de soins, a aussi fondamentalement besoin d'être considéré comme un corps où les émotions vont pouvoir circuler, se libérer. C'est ainsi que le sujet va pouvoir se sentir accepté dans sa singularité, se sentir regardé, se sentir écouté, et pouvoir ainsi advenir à sa pleine humanité. Le musicothérapeute n'a pas d'objectif de réussite préconçu envers la personne atteinte de handicap, si ce n'est
celui de favoriser par le biais du support musical une véritable relation de reconnaissance, une relation capable de développer son désir de vie. J'ai un de mes livres qui s'appelle justement « Désir de vie », hein, stimuler le désir de vie de la personne handicapée. Pour vous aider à mieux saisir ce qui se joue réellement dans cette relation particulière avec la personne atteinte de handicap, je vais donc vous présenter maintenant concrètement quelques moments clés de l'évolution de 2 traitements en musicothérapie que j'ai assumés, bon, parmi tant d'autres bien entendu, dans le cadre de l'institution dans laquelle je travaillais. Par mesure de protection de l'identité des individus, je vais bien entendu utiliser des prénoms d'emprunt. Commençons alors par Fabien. Fabien est âgé de 13 ans. Il est atteint de myopathie de Duchenne de Boulogne et présente de ce fait un déficit moteur des 4 membres et d'importantes difficultés respiratoires. Le point positif pour Fabien, c'est qu'il possède l'usage de la parole, ce qui n'est pas le cas de nombreuses personnes atteintes de polyhandicap que j'ai côtoyées dans les institutions. Mais lui, Fabien, il avait quand même cette chance, ce point positif, de posséder l'usage de la parole, et il ne s'en prive pas. Il sollicite l'adulte sans arrêt. Il a besoin d'être assuré en permanence. Il aime les échanges, c'est un jeune garçon en grande demande affective. Notre objectif majeur avec Fabien, en musicothérapie, est de soutenir au maximum son désir de vie. Sachant qu'il est parfaitement conscient de la maladie neuromusculaire évolutive, myopathie de Duchenne de Boulogne, il est parfaitement conscient de la maladie neuromusculaire évolutive dont il est atteint, qui le conduira progressivement, mais immanquablement, vers une dépendance physique totale et une fin de vie, hélas, prématurée. Dès le début de nos rencontres, Fabien affiche son énorme besoin d'écoute de sa personne. Il se montre effectivement très préoccupé par son avenir et par l'après en général, même le plus immédiat. Ses difficultés de concentration sont énormes. Toujours préoccupé par tout ce qu'il entend, que ce soit dehors, dans le couloir ou au loin. Préoccupé par ce qu'il va faire après et encore après. Nous nous fixons pour objectif immédiat, chez Fabien, de développer l'accueil de l'instant présent, de l'aider à se centrer sur lui-même d'abord, l'aider à ne pas se fuir en quelque sorte. À chaque séance, nous allons chercher Fabien dans la salle d'activité éducative où il se trouve et nous le conduisons en fauteuil roulant dans la salle de musicothérapie. Chaque début de séance commence par un petit temps centré sur la prise de conscience de sa respiration et de son ressenti du moment. Comment tu te sens aujourd'hui? Puis, tranquillement, nous l'installons sur les tapis mousse au sol pour un petit temps de relaxation. Fabien est lourd et du fait de sa faiblesse musculaire, n'oubliez pas, les 4 membres sont très très faibles, il ne peut aider au déplacement. Alors il verbalise sans arrêt en anticipant. « Roland, fais doucement quand tu vas me prendre, fais attention, prends-moi là, comme ça, tiens-moi bien. » Oui, il est très soucieux de la manière dont on va le prendre. Une fois installé confortablement, Fabien profite au maximum de ce premier temps de relaxation et il apprécie la musique que je lui propose et me la redemande à plusieurs reprises. En l'occurrence, c'était un extrait de musique zen, le morceau s'appelle Offering. Tous les morceaux de musique dont je parlerai, vous les retrouverez en détail, c'est noté dans mon livre du sabre sacre, mais dans d'autres livres aussi. Nous allons entrer donc progressivement avec Fabien, je précise, dans des expériences, je précise très progressivement, parce que il ne faut pas penser que ça y est, tout de suite on est dans l'action. Donc c'est très très progressif, les expériences. Donc je précise donc que nous allons entrer dans des expériences psychomotrices de plus en plus larges, un rapport au corps plus conséquent et dans lequel il est amené à prendre de plus en plus d'initiatives, de confiance en soi et à découvrir d'autres possibilités d'expression. C'est ainsi par exemple qu'étant assis moi-même sur le tapis mousse, devant le miroir, il y a un grand miroir dans la salle de musicothérapie,
Donc je l'installe entre mes jambes, son dos contre ma poitrine, et soutenu par l'enlacement avec mes bras, j'impulse alors une série de balancements variés, avec un support musical lui aussi varié. Fabien verbalise, c'est bien Roland, j'aime bien ça, on dirait qu'on est dans un bateau tous les deux, je n'ai pas peur. Vous voyez, il semble ainsi se rassurer, il exprime en même temps sa satisfaction. Progressivement, toujours à l'aide d'un support musical, nous avancerons vers des aventures corporelles impensables au début. Par exemple, des évolutions sur des gros ballons ou des portées sur mon dos. Il verbalise par exemple, alors je l'ai sur mon dos, alors il dit « Je suis un cavalier, Roland, toi tu es le cheval, hein. Allez, va plus vite, non, ralentis, attention !» Et d'autres moments plus intenses encore. Par exemple, des roulades sur le tapis mousse, corps à corps, dans lesquelles j'impulse tous les mouvements d'appui et de retenue du corps de Fabien, qui n'a pas la possibilité lui-même de le faire, étant donné sa faiblesse musculaire. Le vécu de ces roulades lui donne le sentiment d'exister intensément. C'est absolument fabuleux de ressentir Fabien dans ces moments-là, vivant et heureux, comme apaisé, après tous ces efforts. Je peux vous assurer que mes propres énergies physiques dispensées sont largement récompensées par ces ressentis de bonheur chez Fabien. Plus tard, beaucoup plus tard, nous profiterons d'un temps de relaxation pour proposer ensuite dans la foulée un travail de visualisation positive. En effet, quand nous sentons le sujet bien détendu, relâché, dans un état de bien-être, nous pouvons lui demander de repenser alors, de repenser alors à son vécu d'engagement corporel dans telle ou telle mise en acte qu'il a semblé apprécier auparavant. Par exemple, de visualiser les portées sur les bras, ou dans les bras, ou sur le dos, ou sur les épaules, les roulades sur le tapis, ou les balancements sur les gros ballons. Donc je lui demande de visualiser ça, simplement. Et nous lui repassons alors la musique appropriée qui avait été utilisée précédemment dans les situations précises que je lui demande de visualiser, les yeux fermés. Et c'est ainsi que nous pouvons constater assez régulièrement à ses réactions qu'il revit avec bonheur, mentalement, les expériences et les émotions éprouvées antérieurement. La visualisation positive est réellement capable de créer une énergie renouvelée chez le sujet. Et notre espoir ainsi est qu'il puisse de lui-même, sans ma présence, s'adonner de temps à autre à cette visualisation positive. Au début de nos rencontres, Fabien avait tendance à tout diriger. Je ressentais cela comme un moyen pour lui de se sécuriser, de ne pas affronter l'inconnu en quelque sorte. Aussi, pour l'aider à dépasser cette sorte d'angoisse, j'ai fini par lui proposer l'alternance dans le choix de la situation. Si tu es d'accord, Fabien, une fois c'est toi qui décides, l'autre fois c'est moi. Et cela a plutôt bien fonctionné. Dans sa position choisie de spectateur, à certains moments, Fabien nous a poussés à forcer notre talent, à nous surpasser pour réussir à créer l'émotion chez lui. C'est ainsi, par exemple, qu'il me demande « Danse pour moi, Roland ». Et il m'indique même la musique que je dois choisir. Parce qu'il repère les musiques que je lui passe. J'obtempère, bien entendu. Et à la fin, il me lance « Allez, recommence ça, Roland, c'était super. On aurait dit un aigle qui se laisse bercer dans le vent. Franchement, à ma place, vous n'auriez pas envie de recommencer pour lui ?» Fabien est devenu, au fil des années, plus volontaire. Ses efforts physiques plus conséquents, il participe davantage pour enlever ses chaussures orthopédiques, par exemple. Il se mobilise davantage pour la sortie de son fauteuil roulant, ou bien pour changer de position. Je sens véritablement qu'il découvre en lui des énergies cachées. Nous aborderons à un moment donné l'utilisation d'instruments. Fabien aime souffler dans la flûte, faire vibrer les cordes de la guitare, ou taper sur le bongo. Enfin, plus exactement, frotter la peau, parce que n'ayant pas l'énergie musculaire pour percuter le bongo. Nous ressentons Fabien de plus en plus confiant. Il se sent reconnu, accepté. Il rentre dans une complicité avec moi,
où les rapports de force s'enrichissent. Nous trouvons des voies nouvelles de communication, d'expression. Il est moins dispersé, plus stable, plus volontaire. Il partage davantage ses ressentis sur ses rapports avec sa famille. En devenant plus créatif, au travers de nos diverses rencontres, en musicothérapie, Fabien s'est découvert lui-même autrement et plus positivement. Dans nos séances, la musique a été constamment le support du mouvement et de l'imaginaire, une source d'échange et de complicité. Elle a permis de révéler les capacités créatrices qui étaient en sommeil chez Fabien et qui ont pris forme dans des improvisations multiples et à travers diverses associations sonores et corporelles. Fabien est devenu adolescent, il aime échanger ses intérêts, ses préoccupations évoluent, il a d'autres copains, des perspectives d'avenir, mais malheureusement, ses forces ne cessent de diminuer peu à peu. Il le sait, il en a tout à fait conscience. Et dans quelques mois, il atteindra ses 18 ans. Il devra alors quitter l'IME dans l'institut dans lequel je travaillais. En effet, parce que dans les IME, après 18 ans, les enfants partent dans une autre, ce qu'on appelle en BAS, en maison d'accueil spécialité. Alors avec son accord, progressivement, nous espaçons nos rencontres. Une fois tous les 15 jours, puis à sa demande, plus tard. Il est indispensable, en effet, avec un tel sujet, de préparer cette coupure inévitable. Quand il me croise dans les couloirs de l'établissement, il m'interpelle et me rappelle souvent des situations vécues ensemble. Ah, c'était bien, Roland, qu'on a fait ça, etc. Il garde un excellent souvenir. Nous pensons que Fabien aura besoin de plus en plus d'un soutien psychologique dans les années à venir, étant donné l'évolution inexorable de sa maladie. Et d'autant plus qu'au-delà de la perte progressive de ses capacités physiques, la perte de possibilité de s'exprimer par la parole pourrait alors le faire entrer dans le champ de la dépression ou du refuge psychotique. Mais bon, Fabien nous a appris aussi pendant ces 5 années de rencontre, 5 années je l'ai vu, remplies d'aventures inoubliables et tellement humaines, qu'il savait ne pas baisser les bras, ne pas abdiquer, ne pas se résigner. Il est capable de développer une telle volonté que nous gardons l'espoir qu'il trouvera toujours les forces nécessaires pour continuer à garder intact son désir de vie. Merci Fabien, merci d'avoir su si bien transcender ton destin en te situant dans le don. Et comme une fleur sans le savoir, tu m'as transmis ton parfum, ta formidable énergie vitale. Merci Fabien. Voilà pour Fabien. Nous allons passer à une autre personne, Tatiana. Ça va, vous n'êtes pas trop assommés? Ça va? C'est pas facile toujours, hein? Et c'est tellement riche d'humanité, ces enfants-là, que il faut en parler, il faut partager tout ça. Bon, passons maintenant, pardon, excusez-moi, passons maintenant à Tatiana. Tatiana, âgée de 10 ans, est atteinte de tétraplégie spastique, tétraplégie spastique. Autrement dit, d'une paralysie totale de ses 4 membres. Tout à l'heure, Fabien, c'était neuromusculaire, il avait beaucoup de difficultés avec ses bras et ses jambes, mais il pouvait les bouger. Tatiana, elle, c'est la paralysie totale de ses 4 membres. Ce très lourd handicap se complique d'autant plus que Tatiana n'a pas l'usage de la parole, contrairement à Fabien dont nous venons de parler tout à l'heure. Donc vous imaginez la situation. Je ne peux pas exprimer mes émotions avec la parole, et mon corps est tellement embrigadé que je ne peux pas exprimer beaucoup d'émotions non plus avec. Et pourtant, il faut vivre. Et j'ai le droit de vivre. Positionnée dans son fauteuil roulant, en siège coquille, Tatiana porte un corset orthopédique
et ne peut être verticalisée à cause d'un problème majeur à la hanche. Le facteur émotionnel est primordial chez Tatiana. Elle recherche en permanence la relation, et si habituellement elle sourit magnifiquement, il lui arrive parfois d'avoir des moments de tristesse subite. Des larmes se mettent à couler comme ça, sans que nous en sachions vraiment la raison. Du fait de sa tétraplégie, elle est malheureusement totalement dépendante pour les gestes de la vie quotidienne, que ce soit pour la nourriture, les déplacements, les soins quotidiens du corps. Notre objectif principal en musicothérapie avec Tatiana va se centrer autour de l'établissement d'une relation de totale confiance et de reconnaissance. Il est absolument vital pour Tatiana qu'elle se sente avant tout profondément acceptée et respectée dans sa différence. Le travail sur le regard va prendre ainsi d'emblée une importance considérable dans nos premiers échanges avec Tatiana. Face à ce corps brisé, cassé, souffrant, fragile, le regard du thérapeute sur ce corps éclaté ne peut qu'être suffisamment puissant et porteur d'énergie positive de manière à ce que Tatiana ne puisse mettre en doute une seule seconde, à travers notre regard, son propre droit à l'existence et son droit à en jouir. Inutile de vous dire l'énorme responsabilité que nous portons dans notre façon de regarder la personne atteinte de polyhandicap. Et il faut être sûr de soi dans ces cas-là. Et il vaut mieux pour cela s'être regardé d'abord soi-même, au fond de soi, au plus profond de soi, là où le plus intime y réside, si nous ne voulons pas perdre nos énergies, nos repères, ou fuir comme un lâche devant ce qui peut faire choc du fait de l'abîme supposé entre moi et l'autre. Qui plus est, Tatiana vous fixe du regard. Elle semble toujours en attente du moindre signe de notre part. De quel signe? Nous n'en savons pas grand-chose, sinon que nous sommes persuadés, nous, que nous avons à lui signifier la vie et la reconnaissance avant tout. C'est bien facile à dire comme ça, mais la réalité est sans doute beaucoup moins évidente. Nous prenons donc le temps dans la première rencontre, dans les premières rencontres avec Tatiana, de l'installer dans une atmosphère de quiétude, avec le support d'une musique douce, et de la positionner bien confortée par des coussins, allongés sur le tapis mousse, prenant grand soin de la position la plus adaptée à ses problèmes de hanche et de scoliose. Le kinésithérapeute avec lequel nous travaillons dans ce centre nous aide au début à trouver les meilleures postures avec cet enfant. Le fait déjà de prendre Tatiana dans mes bras pour la sortir de son fauteuil relève du grand art. Il faut faire très attention à sa hanche bloquée. Il faut prendre des bons appuis, la serrer contre mon torse, bien positionner sa tête qui doit retomber sur mon épaule pour lui éviter des retours de salive désagréables, voire à la limite dangereux. En effet, Tatiana a tendance aux fausses routes du fait de ses difficultés de déglutition et de respiration. Ce moment si délicat à chaque séance est devenu en fait une aventure émotionnelle des plus enrichissantes. Je prends tout mon temps pour ce faire jusqu'à ce que Tatiana devienne totalement rassurée, confiante. Elle manifeste une joie incommensurable à être prise ainsi dans mes bras lorsque je la sors de son fauteuil. Elle doit en ressentir un bonheur immense qu'elle traduit par des rires francs et prolongés. Le fait d'être prise dans les bras de cette manière ne doit pas lui arriver souvent, en raison même de la difficulté d'exécution. Les éducateurs, en général, se mettent à deux pour la sortir de son fauteuil roulant. C'est plus simple et plus sécurisant. Mais cela se comprend parfaitement pour eux, parce que c'est dans leur travail, et moi j'ai tout mon temps. Moi j'ai la chance d'avoir ce temps pour Tatiana toute seule dans la séance de musicothérapie. Et ce vécu semble tellement la rendre heureuse que nous l'avons intégré d'emblée dans notre démarche thérapeutique. Progressivement, une fois la prise de corps parfaitement maîtrisée, cette sortie de fauteuil est devenue l'occasion pour nous, avant d'installer
Tatiana sur le tapis mousse, de prolonger ce moment par une courte évolution sous forme de danse, devant le grand miroir de la salle, dans laquelle elle se voit. Une musique très relaxante, en l'occurrence les chœurs de Russe de Sheremetyev, que Tatiana semble beaucoup apprécier, vient en appui de cette évolution. Je n'oublierai jamais ces moments d'explosion de joie pure chez Tatiana. Elle y découvre très certainement des sensations nouvelles, des perceptions nouvelles, et peut y appréhender des alternances de tension et de relâchement à travers son corps, en synchronie avec les mouvements de la musique proposée. Alternance favorable et nécessaire pour trouver une meilleure accommodation émotionnelle. Nous prendrons ainsi suffisamment le temps de naître. Il y a naître, grandir et vivre. Nous prenons le temps de naître dans cette relation avec Tatiana. Puis nous grandirons ensemble dans cette relation en y accentuant progressivement l'implication dans le registre corporel et émotionnel. Veillons toujours, ceci est fondamental, à y conserver une juste distance affective. Bien des moments seront intenses. Nous ne pouvons les relater tous ici, cela nous conduirait à une monographie, bien sûr. Tatiana y exprime ses émotions par le regard, le sourire, les rires, quelques soupirs sonores significatifs, des agitations corporelles, l'ouverture de la bouche, comme si elle voulait sortir des mots qu'elle ne peut pas. Nous travaillons alors sur la relation émotionnelle à travers le corps global. Nous sollicitons les mouvements, même les plus infimes. Tatiana apprécie beaucoup le moment de détente, de relaxation. Sa main gauche, la main droite est complètement paralysée, mais sa main gauche est plus difficile à détendre, mais elle y réussit parfois, et arrive même alors dans ce cas à jouer un peu avec ses doigts. Heureuse de cette nouvelle sensation. Nous utilisons largement le souffle dans ce temps de détente. Tatiana se sent en confiance, et nous l'avons vu quelquefois s'assoupir dans ces moments-là. Toutefois, elle reste assez facilement perturbée par tout bruit inattendu, surgit de l'environnement proche par exemple, ce qui sous-entend malgré tout une tension intérieure chez elle. Tatiana aime la plupart des musiques que je lui propose, elle y prête attention et il lui arrive même de reconnaître dès les premières notes certaines musiques qu'elle apprécie particulièrement. Je l'ai vu verser une petite larme une fois en écoutant la superbe voix de Susanne Riden, une soprano suédoise que vous connaissez sans doute, ce qui témoigne de sa grande sensibilité. Nous sommes amenés ainsi à faire vivre à Tatiana de multiples sensations qu'elle ne pourrait se procurer elle-même du fait de son lourd handicap. Par exemple, des balancements, des rythmes impulsés, tout cela bien sûr à dose homéopathique, bien entendu. Des glissés de pieds ou de mains sur des surfaces différentes, des sensations vestibulaires liées à l'équilibre, soit dans les portées de bras ou sur un gros ballon, sur laquelle nous la positionnons, toutes sortes de mouvements ondulatoires. Cette mise en acte, soit dit en passant, en plus du bénéfice émotionnel évident que ça apporte à Tatiana, ça lui apporte aussi un désencombrement salivaire, parce qu'elle est souvent encombrée. Donc cet exercice lui apporte un désencombrement salivaire qui n'est pas négligeable et que le kinésithérapeute qui prend Tatiana juste après moi, après la séance de musicothérapie, me dit apprécier beaucoup. Cependant, certaines fois, quand Tatiana nous paraît peut-être plus fatiguée, moins disponible, je ne la descends pas de son fauteuil roulant, mais je lui propose de vivre d'autres sensations au moyen de la danse fauteuil, vous connaissez sûrement, en passant plusieurs musiques aux rythmes et mélodies variés. Elle y prend également bien du plaisir, et je la fais souvent alors participer au choix de la musique à ce moment-là. Elle reconnaît les premières notes, je lui passe différentes musiques, dès les premières notes, elle reconnaît la musique qu'elle va choisir. Elle s'agite corporellement, ça veut dire oui, celle-là, je suis d'accord. Bien entendu, il faut rester vigilant dans cette approche. Il faut rester vigilant à ne pas enfermer l'enfant dans une relation symbiotique dans laquelle, à la dépendance physique, s'ajouterait une dépendance psycho-affective, sans doute encore plus dommageable.
Notre objectif est d'enrichir son vécu sensoriel et de l'aider à s'ouvrir à elle-même, à se repérer dans son identité, à travers la découverte étonnée de son propre corps et des sensations ressenties. Tatiana sera hospitalisée et absente pendant plusieurs mois du fait de l'opération de sa hanche. Nous ne manquons pas de lui rendre visite régulièrement à l'hôpital pendant ces mois-là. Son large sourire, toujours présent, nous en dit long alors sur ses ressentis quand elle me voit arriver à l'hôpital. Au terme de son hospitalisation, elle ne reviendra plus à l'IME, la famille voulant la garder chez elle. Merci mille fois, Tatiana, de ton magnifique sourire, de ta réceptivité, de ta présence intense et de m'avoir emmené bien au-delà de ma zone de confort. Tu as contribué ainsi à enrichir mes propres énergies. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de maîtriser en totalité les fils qui constituent les liens qui se tissent de chacune de ces rencontres. Mais pour autant, les liens que nous avons établis avec ces enfants ne sont pas ceux qui enchaînent, bien au contraire, mais ceux qui relient deux êtres dans une relation qui gagne constamment en puissance et en énergie, dans le profond respect de nos différences. Je ne manquerai pas de le redire ici de manière très appuyée, à quel point les personnes atteintes de polyhandicap avec lesquelles j'ai partagé ces moments intenses de vie m'ont renvoyé des forces de vie inimaginables. Bien, je vais donc aborder maintenant l'utilisation de la musique dans un moment très particulier de ma vie personnelle. Mais pour vous permettre peut-être de souffler un peu, et moi aussi, en guise de transition, j'ai pensé vous proposer un petit poème que j'ai composé sur la musique. Ça va, vous n'êtes pas trop assommés? Ça va. Alors, c'est un petit poème très très simple sur la musique. La musique est là dans mon cœur, dans mon ventre. Elle respire, elle transpire, elle soupire, elle rentre. En mineur, en majeur, en arrière, en avant, elle s'incruste, me pénètre, force de tri, de mordant. Con grazia, furioso, mesamoci ou crescendo, elle m'appelle, m'interpelle, me prend dans son tempo. La musique est là dans mon cœur, dans mon ventre. Elle respire, elle transpire, elle soupire, elle rentre. En clé de fa, en clé de sol, en dièse ou en bémol, elle est là, me fait signe, à la peau, elle me colle. Dans l'octave, je m'installe, dans la quinte, je m'éreinte. Je m'enivre d'harmonie et sur l'arpège, je jouis. La musique est là, dans mon cœur, dans mon ventre. Elle respire, elle transpire, elle soupire, elle rentre. Violoncelle ou hautbois, dans les sons, je me fonds. Mélodie de ma voix, née d'intimes vibrations. Silence, soupir, adagio, allegro, prestissimo. Je m'anime, je résonne, je danse. Je suis piano. Voilà. Dans l'ensemble de mes livres, j'insère toujours 3 ou 4 ou 5 poèmes pour, au cours de la lecture, souffler un petit peu, quoi. Bien, donc je vais aborder la dernière partie de cette conférence. Je regarde le temps qu'il est parce que... Vous avez l'heure parce que j'ai une montre qui marche pas. 7h12. Pardon? 7h12. 19h12. Ah oui, oui, d'accord. Bon, d'accord. On est dans les temps, alors c'est bon. Voilà, donc je vais aborder la dernière partie de cette conférence en vous précisant de quelle manière ces forces de vie que j'ai gagnées dans mon exercice professionnel m'ont été d'un immense secours, je dis bien d'un immense secours, dans ma vie personnelle. Comment ces forces de vie m'ont permis, il y a quelques années, de me sortir du véritable gouffre dans lequel j'étais plongé, suite à une grave agression physique complètement insensée, dans laquelle j'ai failli perdre la vie. Bon, je serai très respectueux des âmes sensibles.
et je vous épargnerai le détail des dégâts physiques de cette agression. Mais vous imaginez bien que se retrouver avec le bras tranché net d'un seul coup de sabre à la partie supérieure de l'humérus, c'est plus qu'impressionnant. C'est le désarroi total. Et à ce moment-là, je dirais qu'en fait, la douleur morale est tellement forte que j'en oublie presque la douleur physique. Les fractions psychologiques est énorme. C'est une onde de choc, un tsunami émotionnel qui vous tombe dessus, sans crier gare, avec un sentiment immense d'injustice, d'incompréhension de ce qui vous arrive, un sentiment de mutilation, d'impuissance, de vulnérabilité. Cette frappe barbare a failli me coûter l'amputation du bras droit et même la vie naturellement. Si je n'avais eu l'immense chance cette nuit-là d'avoir une très bonne étoile et surtout un chirurgien exceptionnel, un virtuose, qui a réussi après plusieurs heures sur la table d'opération à regreffer mon bras et à me sauver la vie. Merci, merci des milliers de fois au docteur Seth, chirurgien exceptionnel. Alors si le docteur Seth a fait son travail magnifiquement, il me restait à l'évidence pour ma part à accomplir le mien. En effet, ce n'est pas uniquement le corps physique qui souffre dans ce cas-là, mais c'est votre personne. Dans sa totalité, vous prenez la double peine, en quelque sorte. Et si la douleur vous brise le corps, la souffrance psychologique, elle, bouscule toutes vos références identitaires et affectives. Votre conscience est totalement bouleversée et une vrille vers le désespoir peut s'enclencher très rapidement. La déchirure émotionnelle est profonde. Vous vous dites à ce moment-là, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi une telle violence ? Moi qui me ressens comme un être profondément non violent. Je n'ai jamais frappé, même pas personne. Jamais tapé mes enfants, rien. Heureusement, une fois la zone de grande turbulence passée, disons après quelques semaines, j'ai réalisé la nécessité absolue de m'éloigner à tout prix des gouffres d'ombre qui commençaient à m'envahir et la nécessité de ne pas me focaliser sur la souffrance, sur ma souffrance, mais plutôt sur la vie qui m'était encore accordée. Et là, croyez-moi, vous réalisez combien la vie est un précieux cadeau, un trésor inouï. Alors certes, je peux dire que mes compétences professionnelles ont constitué pour moi un véritable bonus complémentaire pour m'aider à me reconstruire psychologiquement. Connaissant naturellement les bienfaits des séances de musicothérapie, pour les avoir dispensées moi-même pendant de nombreuses années à de nombreuses personnes en souffrance, j'étais bien placé à l'évidence pour me les appliquer à moi-même. Pour une fois au moins, j'ai fait mentir l'expression populaire « c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé ». Je vais donc vous confier maintenant comment, concrètement, la musique m'a permis de sortir du gouffre dans lequel j'étais tombé après cette violente agression. Pendant les premiers mois qui ont suivi la greffe de mon bras, le temps que les muscles, les artères, les nerfs du bras et l'humérus lui-même puissent se reconstituer à l'intérieur, j'étais très affaibli. En 2 semaines, j'avais quand même perdu 12 kilos. Et la douleur restait présente. De ce fait, je devais rester la plupart du temps allongé, dans une inactivité totale. Dans ces conditions, vous imaginez bien que vous avez largement le temps de cogiter, de réfléchir. Et j'en ai profité pour me centrer d'une part sur un profond travail de respiration et de relaxation, ce qui m'a permis une régulation progressive de mes émotions, d'évacuer le plus possible tout le négatif qui voulait s'imposer inévitablement à mon esprit. Et dans le même temps, j'ai essayé de conférer du sens à cet acte barbare en transformant ce coup porté pour la mort en force de vie essentielle. Je me suis donc servi de la musique, en effet, non pas pour m'enfermer dans une bulle de protection ou pour faire diversion à la souffrance,
mais bien parce que je sais depuis longtemps que la musique a ce pouvoir de venir toucher l'être au plus intime de son histoire et de venir activer ses énergies bloquées. Progressivement, à partir du 3e et du 4e mois, après l'agression, j'ai pu alors commencer à créer quelques déplacements corporels et à laisser son imagination s'orienter librement vers des situations et des sensations en relation avec la musique entendue. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Toujours en synchronisation avec la musique et la respiration, j'ai pu aussi commencer à réadopter des postures telles que la position du cavalier ou celle de l'arbre debout, dont je connaissais déjà, pour les avoir pratiqués régulièrement, les effets bénéfiques sur les organes internes, comme le cœur, les poumons, la circulation sanguine. La musique m'a servi d'appui pour commencer à libérer en moi un début d'expression corporelle, avec des gestes très lents à la manière du tai chi et avec le déroulement progressif de ma colonne vertébrale. Ce n'est qu'après 6 mois environ, j'ai pu enfin retrouver une partie suffisante de mon énergie physique pour m'engager alors plus conséquemment dans un travail corporel, disons, plus créatif, toujours en appui du support musical, bien entendu. Il s'agit alors de s'inscrire dans la musique, dans un mouvement perpétuel, dénué de toute velléité esthétique ou conventionnelle, mais de cheminer vers l'authenticité, à la rencontre de mes faiblesses, de mes manques, de mes tensions, et aussi de mes espoirs et de mes étonnements. S'inscrire ainsi totalement dans l'instant de la musique, quand vous y arrivez, je peux vous assurer que c'est fabuleux et libérateur. La musique nous entraîne au cœur même de notre histoire. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. C'est ainsi que je me suis confronté à un registre émotionnel de plus en plus intense, à une libération plus large de mes affects, en m'inscrivant véritablement à fond dans l'instant même des musiques, sans code préétabli, témoin ainsi d'une reprise de confiance en moi et d'un désir de vie bien en place. Mais pour alimenter de manière concrète votre compréhension de ce que signifie une inscription totale de la mise en jeu du corps dans l'instant même de la musique, je vais maintenant vous en proposer, pour commencer, 4 situations vécues autour de l'écoute musicale. Chaque mise en situation se passe de la façon suivante. Je choisis une musique, j'ai la chance d'avoir un panel de musique en tant que musicothérapeute important et j'en connaissais tellement plus donc avant mon accident. Donc je choisis, la situation se passe de cette façon, je choisis une musique, je décide de l'écouter en laissant venir tout ce qui va jaillir spontanément à l'écoute de cette musique au moment précis de l'écoute, à savoir les images qui viennent, les émotions qui viennent en moi, les sensations, les pensées et l'expression corporelle que je peux avoir, même si elle est limitée, mais ne serait-ce qu'un mouvement de bras ou de tête. Mais voilà, tout ce qui vient à l'écoute de cette musique, je laisse venir. Tout ceci sans me poser de questions. C'est la musique qui va décider pour moi là où elle a envie de venir me chercher. C'est ça l'intérêt de s'inscrire dans l'instant de la musique. Je n'ai pas d'a priori, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je suis prêt, la musique va venir me chercher au plus intime de moi. Donc je vais dans un premier temps vous proposer 4 situations vécues. La première, mise en situation. Alors la musique que je me propose donc d'écouter ce matin-là, c'est une forme de mantra qui dure 7 minutes 38, donc c'est assez long. C'est tiré de l'album Incredible India, orchestré par une jeune indienne, Swati Natekar. Donc je mets donc en marche la musique et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors donc je décris ce qui se passe, quoi, hein. Et dans mon livre du sabre au sac, vous en aurez des centaines d'exemples. C'est un peu la façon dont je le décris.
Donc je lis ce que j'ai ressenti à ce moment-là, sur l'écoute de cette musique qui est un peu comme un mantra. Donc je suis assis, je ferme les yeux, je suis assis, je ferme les yeux, et j'écoute. Donc je note piano, flûte et douceur de la voix alternent en permanence. Je souffle lentement dans le creux de mes mains, tout en écoutant de la musique. Je souffle lentement dans le creux de mes mains, en de longues expirations. Je relève ainsi une excellente évacuation du négatif et un apaisement total au bout de quelques minutes. Mon esprit m'emporte alors à ce moment-là, comme ça, c'est venu spontanément à ce moment-là sur cette musique, peut-être parce que voilà, il y a la notion de l'Inde dedans. Mon esprit m'emporte alors à ce moment-là en Inde, pays que j'ai eu la chance de connaître, et je revois alors à ce moment-là ce jeune homme que j'ai rencontré là-bas, sans bras et sans jambes, adossé contre un mur, imaginez. Je revois ce jeune homme qui m'a offert une telle et immense pureté d'âme dans son regard que j'en suis encore pleinement fortifié aujourd'hui. À chaque fois que je revisualise cette rencontre, je me dis quelle puissante leçon de vie ce jeune homme m'a donnée à travers son regard et son sourire, si profond et si lumineux. Moi qui ai failli n'être amputé que d'un bras, et bien plus encore, qui ai eu la chance inouïe de le récupérer. Vous voyez, ça m'est venu là. Vraiment, je ne peux dire que merci à ce moment-là, merci à la vie. Deuxième situation, autre musique. Adagio de la sonate 14 Clair de lune de Beethoven que vous connaissez tous. J'aime écouter cet adagio, assis ou debout, les yeux fermés, en me balançant doucement, lentement, de gauche à droite, d'avant en arrière. Le rythme et la mélodie de cet adagio m'apportent une bonne sensation d'équilibre, de calme. Je m'imagine aussi dans l'instant de cette écoute, assis au piano, en train de jouer, chose dont j'étais absolument incapable de faire à ce moment-là, avec mon bras douloureux. Mais j'arrive cependant à surmonter ce sentiment négatif né autour de cette frustration, et c'est très important pour moi à ce moment-là, bien entendu. Je reste positif, et je compense en appréciant doublement ma capacité de pouvoir au moins, à ce moment-là, écouter toutes ces musiques qui me fortifient. Troisième mise en situation, autre musique. Étude en ré bémol majeur de Chopin. Version nature, 6 minutes 36. Je ferme les yeux, je suis debout. Je m'imagine un oiseau qui vole, heureux, libre. Je déploie mes ailes, même si celle de droite reste encore bien timide. Mais la gauche compense largement. Je me laisse bercer par le vent. J'éprouve des sensations de légèreté. Je me surprends même à sourire. Je finis par me poser près d'un étang. Les grenouilles coassent. Je m'en amuse. Puis je m'envole à nouveau très haut, de plus en plus haut, et je reviens tranquillement au bord de l'eau. Vous voyez, c'est une visualisation. Elle vient comme ça, quoi. Je ne l'ai pas cherché, mais voilà, je l'ai noté. La visualisation positive est un moyen très efficace, je vous l'assure, pour calmer l'esprit et se détendre. Essayez vous-même chez vous. Laissez-vous surprendre, vous vous étonnerez de ce que vous allez ressentir. Vous mettez une musique et vous dites, voilà, comme je ne la connais pas, j'écoute, je laisse venir tout ce qui vient dans mon esprit. Éventuellement, mon corps aussi, je peux agiter sur cette musique. Vous vous étonnerez, vous verrez, c'est extraordinaire. Je vous ai dit quatrième mise en situation. C'est une musique de Éric Truffaz, que vous connaissez sûrement, album Rendez-vous. Alors cette musique, c'est un emportement musical à tout crin. Piano, trompette, tabla et voix. Et en fait, j'ai choisi cette musique pour une relaxation. Curieux. Mais c'est comme ça, je me suis dit, est-ce que je suis capable, dans quelque chose qui me bouscule, est-ce que je suis capable de me relaxer? Est-ce que je suis capable d'accueillir cette violence, entre guillemets? Donc, emportement musical à tout crin, entre piano, trompette, tabla et voix. En fait, c'est volontairement donc, que j'ai choisi cette musique ce matin-là pour me relaxer, car je veux faire le point de mon état d'être.
Ai-je avancé suffisamment dans l'évacuation du négatif qui m'a bousculé depuis 6 mois? Je veux évaluer si je suis capable maintenant de conserver un calme respiratoire sur cette musique tonique. Pardon. Et mieux, en même temps, de pouvoir profiter peut-être de l'énergie de cette musique. C'est un bon moment pour moi, je reste régulier dans ma respiration. Et voici les ressentis qui m'ont interpellé donc, dans cet instant-là, que j'ai noté après comme ça. Je suis assis, les yeux fermés. Donc je suis assis, les yeux fermés. Je me concentre sur ma respiration. La musique bat son plein. Je souffle lentement, longuement. Je contracte les muscles du ventre, le plus bas possible, jusqu'au périnée. Puis, après un court temps de détention, je relâche complètement ma sangle abdominale, les épaules, et j'aspire doucement, profondément, en gardant toujours parallèlement pleinement conscience de la musique entendue. Et au final, les percussions du tabla sont alors comme de l'acupressing sur ma peau. Les glissés de la trompette sont un vrai drainage lymphatique. Les voltiges du piano, une bienfaisante aération. Et la voix soutenue, un baume adoucissant. Comme après un massage ayurvédique tonique, je ressors de cette écoute musicale quelque peu fatigué, mais dans un état de soulagement évident. Je peux alors dire que le point est positif. Je ressens que le chemin vers l'harmonie s'affirme. Je me dis, si je suis capable de me détendre comme ça sur une telle musique, il y a du bon, il y a du bon. Continue, Roland, ton travail. Voilà, c'est ainsi que tous ces instants centrés autour de la musique, autour de l'écoute musicale, liés à la respiration et la relaxation, et à la mise en jeu très progressive de ma dynamique corporelle, tous ces instants ont été à la base même de mon travail de reconstruction psychologique. Ils m'ont permis d'aller puiser directement mes énergies, non pas à l'extérieur, mais au centre de moi-même. Ils m'ont permis de continuer d'avancer, de retrouver un nouveau souffle, de réorganiser mes sensations physiques éclatées, bouleversées par le choc brutal reçu. Grâce à ces moments privilégiés autour de la musique, nombre de tensions ont pu se réduire. À l'impossibilité de courir, de nager sans l'aide d'un brassard, difficulté à maîtriser un tas de petits gestes de la vie quotidienne. Les charges positives ont réussi à prendre progressivement le dessus sur les charges négatives. Ces charges négatives qui étaient imprimées évidemment dans mon corps et dans mon esprit lors de l'agression. La relaxation m'a permis d'abandonner un corps récipient au profit d'un corps canal. Un corps canal qui laisse ainsi passer les pensées, les émotions négatives, sans s'y fixer, sans s'y accrocher, perdant ainsi de leur pouvoir contraignant. La musique m'a amené ainsi au plus près de moi-même. Elle m'a permis de réinvestir mon corps luxé, de m'accepter dans mes nouvelles limites, et surtout de retrouver la distance, la juste distance avec la turbulence de mes émotions. En définitive, elle m'a permis de me reconstruire. Pour appuyer davantage encore peut-être cette puissance de la musique à nous faciliter le dégagement de l'emprise émotionnelle négative, je vous propose à nouveau 4 autres mises en situation concrètes qui ont contribué à ma reconstruction. Première mise en situation sur les 4, Ombre et lumière, un album de Samuel Vallée. Je suis allongé, je ferme les yeux, j'écoute cette musique qui me touche d'autant plus que c'est mon fils qui l'a composée et qui l'interprète au piano. Je me souviens la première fois que l'orage que l'on entend au début du morceau, c'est mon ombre du moment, l'ombre du moment, quoi. Je suis mal, je suis quelque peu déstabilisé. Je suis encore trop fragilisé à ce moment-là, c'est évident. Mais la mélodie continue de se dérouler tranquillement et je l'inscris alors dans ma respiration et je m'apaise. Et la lumière revient progressivement, ombre et lumière. Je la réécoute alors une seconde fois et une troisième fois. Debout cette fois,
en me déplaçant très lentement, esquissant quelques gestes et mouvements en harmonie avec les alternances merveilleusement marquées d'appui et de relâchement des doigts du pianiste sur le clavier. La zone de turbulence est dépassée et je prolonge l'équilibre retrouvé en écoutant dans la foulée, sur le même album, les choses que je sens. Un véritable bain de sérénité. Merci mon fils. Deuxième mise en situation. Cora Jazz Trio, vous connaissez peut-être ce morceau. C'est une musique répétitive, voix et cora. La cora, vous connaissez, c'est un instrument à cordes. Hein. C'est une musique répétitive dont je ressens une grande douceur en moi. Je caresse très lentement mon avant-bras droit pendant tout le temps de la musique, comme en signe de reconnaissance envers lui, en le remerciant d'avoir bien voulu se soumettre totalement aux manipulations expertes du chirurgien pour se reconnecter à mon bras. Je revois encore cet avant-bras que j'ai rattrapé au vol in extremis, je ne sais par quel réflexe, alors qu'il allait tomber à terre, juste ralenti dans sa course par la retenue de quelques centimètres de chair sur le flanc intérieur du bras. En visualisant ces instants, un peu d'émotion finit par remonter, mais je pense immédiatement à ce chirurgien virtuose, d'une telle humanité et d'une telle humilité. Je ne cesse de lui dire merci. Je positive ainsi à fond, pendant l'écoute de cette musique, je positive à fond cette montée émotionnelle et j'écoute dans la foulée la superbe voix soprano de Patricia Petitbon qui me renforce encore davantage dans un juste rééquilibrage. Alors pour la situation suivante, j'ai choisi une musique vocale qui m'a tellement atteint au plus profond de moi-même, du fait bien entendu de la projection personnelle que j'y ai apportée, c'est évident, qu'il m'a fallu plusieurs écoutes de cette musique avant que je puisse y découvrir une énergie créatrice et libératrice. Et ce ne sont pas les paroles prononcées qui m'ont bousculé, car j'ignore totalement la langue arabe, mais bien les puissantes vibrations de la voix de Dafer Youssef. Certains d'entre vous connaissent sans doute ce magnifique chanteur. À la première écoute, cette magnifique voix est venue débusquer au fond de mon cœur les nœuds de ma souffrance, tout ce qu'il y avait de plus fracturé en moi à ce moment-là, en référence bien entendu à l'agression subie. Et elle m'a servi dans un second temps à y capter une énergie intérieure extraordinaire, pour venir désintégrer ces nœuds et me libérer alors d'une mémoire sclérosante. Alors je vous lis, la musique c'est Un soupir éternel, le titre de l'album. Dès le début, on entend le souffle de la trompette, prolongé, calme, qui nous conduit progressivement à la voix de Dafer Youssef. Voix tout aussi douce, profonde et chaude. Puis, la mélodie prend de l'ampleur. Et après 3 minutes, c'est l'éclatement de la voix, mais comme un cri de douleur intense, prolongé, interminable, insoutenable, 20 secondes sur une seule expiration. Une éternité. Suivi de quelques secondes de vacillement, et reprise ensuite de 4 cris aigus, de rage, de désespoir, répétés en saccade. Puis enfin, les 3 dernières minutes, revient le souffle de la trompette et le pincement des cordes du oud, vécu comme volonté de soutien et d'accompagnement. Cette analyse, la mienne bien entendu, vous l'avez compris, est totalement subjective naturellement. Elle est liée à la projection que j'en ai faite à ce moment-là, spontanément, sur le chant. La première fois donc que j'ai écouté cette musique, j'ai vécu quasiment l'agression au sabre subie il y a quelques mois. Ça a été incroyable, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été surpris. Et j'y ai entendu en fait mon cri de douleur, touché de plein fouet au cœur de ma souffrance, dans cette voix de ce cri de 20 secondes sur une seule expiration. C'était incroyable.
Mon corps s'est mis à vibrer, à trembler. En quelques secondes, j'ai vu défiler les images horribles de l'agression, du bras tombé, de la peur, du désespoir. Mais j'ai réécouté cette musique 2 autres fois, à des moments espacés, et j'étais toujours très ému. Mais je me suis dit alors que si cette voix avait eu une telle puissance pour débusquer les nœuds de ma souffrance, je devais pouvoir m'en servir maintenant pour désintégrer ces nœuds et me libérer de cette mémoire douloureuse. Je décide donc de ne pas continuer à scléroser mon pouvoir créatif avec cette mémoire négative qui veut s'imposer en moi. Et j'intègre une 4e fois cette musique dans ma respiration consciente. Je laisse le négatif s'écouler et je nourris mon imaginaire positivement en confiant mes forces de vie à cette voix qui éclate si intensément. Au paroxysme de l'intensité vocale, je produis alors une longue inspiration et à son terme, je lance un grand merci à la vie. Je lui dis que je suis heureux d'être là, que ma vie est sacrée, que je veux être au rendez-vous de l'essentiel, de la paix, de l'harmonie, du pardon. Sachez que cette musique, aujourd'hui, est devenue pour moi un excellent support de relaxation. Vous aurez peut-être l'occasion de découvrir cette musique. Sur Internet, vous trouvez tout. Maintenant, toutes les références sont données dans mon livre. Si vous trouvez les musiques, vous comprendrez encore mieux, évidemment, ce que j'ai dit. L'idéal, évidemment, ça aurait été que je puisse passer les musiques, etc. Mais ça nous aurait demandé 3 heures, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Alors, passons à la 4e et dernière mise en situation. Je suis dans les temps, monsieur? Oui, c'est vrai. Le chant du violon, méditation de Thaïs, vous connaissez bien sûr de Massénet. Je fais le point avec mon corps ce matin-là. J'écoute cette magnifique mélodie de Jules Massenet. Je prends conscience de ma respiration. J'accentue les mouvements d'inspire et d'expire. Puis je passe en revue, en quelque sorte, les différents points de mon corps. Oh, certes, il y a toujours cette blessure physique qui se rappelle à moi quotidiennement par quelques tiraillements douloureux dans le bras. Mais la blessure narcissique est dépassée, et ça, c'est l'essentiel. Je suis en vie. J'ai complètement conscience que je ne suis pas maître de la violence d'autrui, mais que c'est à moi de m'assurer d'une vraie puissance, celle de la paix en moi. Cela dépend uniquement de moi et constitue la base de mon énergie vitale. Dépasser ma propre violence est beaucoup plus fondamental que de me focaliser inutilement sur la violence de mon agresseur. Le véritable enjeu, c'est ma paix intérieure. Voilà, pour celles et ceux qui me feront l'honneur de lire mon ouvrage du sabre-sac ou d'autres ouvrages qui ont un rapport avec les personnes lourdement handicapées. Mais concernant précisément l'ouvrage du sabre-sac, vous y trouverez non seulement les références de la totalité des musiques que j'ai utilisées, il y en a plus d'une 60aine pendant ma reconstruction, mais aussi à chaque fois j'y décris la manière dont je m'en suis servi et je vous fais part également de mes ressentis au moment même de l'écoute de ces musiques. Bien entendu, vous écouterez cette musique, vous aurez des ressentis différents, mais nous avons tous des ressentis différents. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de ne pas avoir d'a priori et de laisser la musique vous pénétrer, venir vous chercher. C'est elle qui va vous dire où elle a envie d'aller vous trouver. Et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Donc à chaque fois, j'y décris la manière dont je me suis servi. Je fais part également de mes ressentis au moment de l'écoute de ces musiques. J'ai écrit ce livre en fait tout simplement parce que je me sentais redevable de partager cette chance exceptionnelle que m'offre ma vie conservée. Vous vous rendez compte, ça fait 15 ans que je pourrais ne pas être sur Terre. Et ça fait 15 ans que je vis en plus et que j'ai pu faire encore des choses merveilleuses avec ces enfants et tout ça. Donc en le lisant, vous y découvrirez plus à fond encore, je pense, cette puissance de la musique à venir nous révéler les formidables énergies réparatrices qui sont enfouies au plus profond de notre être.
Si mon témoignage sur ces intenses moments de vie vécus tant dans ma vie professionnelle que personnelle peut apporter un peu de lumière et peut-être une énergie nouvelle à toute personne en recherche d'une plus grande harmonie, eh bien j'en serais ravi. En ce qui me concerne, je peux dire que ces intenses moments de vie m'ont porté vers une exigence d'intensité d'être et un non-droit absolu à la médiocrité. Je tiens à terminer cette conférence en disant un grand merci à chacune des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui m'ont permis d'être au rendez-vous de l'essentiel, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité, de l'équilibre. Et il y en a beaucoup. Un grand merci également à la pureté, à la beauté, à l'authenticité transmise par ces voix et ces musiques sublimes, divines, lumineuses, sources de lumière, de vibrations intimes et d'énergie secrète sans cesse renouvelée. Et un grand merci enfin à vous tous pour votre présence et la qualité de votre écoute. Je compte sur vous à présent pour alimenter l'échange entre nous et peut-être, je pense, j'espère, entendre le partage de vos propres expériences professionnelles ou personnelles autour de la musique. Voilà vraiment un très très grand merci à vous. Merci. Ça va ? Qui veut poser une question ou bien intervenir à la suite donc, de ce profond message de Roland Vallée? Merci. Moi, je voulais savoir combien de séances par... à quel rythme se déroulaient les séances auprès des gens que vous avez soignés et combien durait une séance? Alors, vous avez parlé de oui. Voilà. Oui. Okay. Bon, vous avez bien compris que là, dans ce cadre-là, j'ai parlé donc de l'utilisation de la musicothérapie avec des personnes lourdement handicapées. On est bien d'accord, hein? Parce que j'ai utilisé aussi la musicothérapie mais avec des personnes ayant d'autres problèmes, mais relativement mineurs par rapport à ça, donc c'est pas le même problème. Mais la question que vous posez, si je prends l'exemple de Fabien dont j'ai parlé, ça a duré 5 ans. Je l'ai vu, il avait 13 ans quand j'ai commencé avec lui, et il est parti à 18 ans parce qu'il devait aller en maison d'accueil spécialisée. Donc je l'ai suivi 5 ans, à raison de... Au début, je le voyais deux séances, bon, disons, on va dire une séance par semaine. Je l'ai vu de temps en temps 2, mais ce n'était pas régulier 2 fois par semaine. Hein, mais une fois, c'est sûr. Une fois par semaine, à raison de 1 heure. 1 heure la séance. C'est la question? Alors, voilà. 1 heure par séance. Parce que, vous savez, le temps d'installer l'enfant, il faut prendre le temps avec ces enfants-là. Puis il faut être très patient, voilà, et en fonction des émotions qui vont sortir aussi, il faut accueillir l'émotion, l'aider à atténuer l'émotion, etc. Donc il faut minimum 1 heure. Bon, ça pouvait durer 1 heure et quart. Hein. Moi, je travaillais en institution, j'étais pas à la minute près. Hein. Je veux dire, bon, c'était souvent à peu près quand même dans les temps, mais c'était minimum toujours 1 heure. Hein, à raison de, disons, une séance par. Et ça aurait pu durer encore avec Fabien. Hein. Bon, après, il est, vous voyez. Oui, d'autres questions? Oui, l'expérience que vous avez racontée de votre agression et de ce qui a suivi m'a fait penser. Excusez-moi, mais j'entends pas bien le... Ah bon, je vous entends pas bien. Oui, je dis l'expérience que vous avez racontée de votre agression, oui, et de ce qui a suivi, comment vous vous êtes reconstitué, oui, grâce à la musique, et me fait penser à Bruno Bettelheim, qui a connu les camps de concentration et qui a tiré sa pédagogie et des principes pédagogiques qu'il a mis en œuvre à l'école de Chicago avec des enfants autistes, de son expérience du camp nazi.
en disant que si on comprenait ce qui détruit, on pouvait aussi utiliser un envers et reconstruire à partir... C'est ce qui lui a donné la compréhension de la pédagogie qu'il a mis en œuvre ensuite. Tout à fait, vous avez raison, je connais bien Bruno Bettelheim, mais c'est tout à fait ça, vous avez raison, c'est de le souligner. Les gens qui ne connaîtraient pas les ouvrages de Bruno Bettelheim, je peux vous conseiller d'en lire au moins quelques-uns parce que c'est vrai. Merci de votre témoignage. Bonsoir Monsieur Vallée, merci beaucoup. Merci pour le partage de vos expériences, merci pour votre sensibilité, merci pour votre travail, merci. Et je voulais savoir justement, puisque monsieur en plus parlait de personnes qui souffraient d'autisme, est-ce que vous avez pu travailler, probablement, avec des personnes porteuses d'autisme? Enfin, dans les centres où je travaillais, c'est... Non, pas vrai. Il n'y avait pas vraiment le problème de l'autisme. Mais en musicothérapie, bien sûr, on peut travailler avec les enfants autistes et leur apporter beaucoup de choses. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai l'expérience profonde avec les enfants autistes, mais je sais que c'est tout à fait possible. Oui, et puis ça dépend. Je pense que ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que moi je travaille avec des enfants en situation de handicap. Oui. Et dès qu'il s'agit d'autisme, c'est vrai qu'il faut. Avec la musique, c'est vrai qu'il faut. Voilà, faut trouver en fait. Parce qu'il y a des sensibilités sensorielles. C'est assez compliqué. Et c'est vrai que je voulais en savoir un petit peu plus moi là-dessus. Mais c'est intéressant, mais bon, le problème avec les enfants autistes, c'est souvent le contact corporel n'est pas, c'est pas leur truc, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu l'occasion d'animer des stages avec des éducateurs spécialisés dans des institutions qui recevaient des autistes, justement, et on en parlait avec les éducateurs. Moi, je leur conseillais justement d'utiliser le souffle et le sonore pour rentrer en contact avec eux, mais justement de ne pas chercher un contact physique, mais essayer de travailler avec le souffle, par exemple, mais à distance ou avec les musiques, mais si on pouvait leur proposer l'éducateur peut proposer des mouvements, mais la réponse, c'est à l'enfant après qui capte ou qui capte pas, qui se branche sur ce qu'il voit ou pas, quoi. Hein. Mais voilà, c'est quand même très particulier, quoi. Hein. Oui, c'est particulier. Vous travaillez dans quelle institution, si c'est pas indiscret? Je travaille à l'école. Pardon? Je travaille à l'école, je suis à ESH. Ah, dans le cadre de l'école? Voilà. Ah oui, c'est autre chose. Oui. J'ai la chance de pouvoir amener la musique, en fait, dans l'école. Et puis, du coup, voilà, je fais partager tout le groupe d'enfants, tout le groupe d'élèves. Donc, c'est bien. Mais voilà, j'ai eu cette expérience avec un élève autiste. Et c'est vrai que c'était particulier. Bon, ouais. Oui. D'autres questions? Merci. Bonsoir, merci pour le partage. Ma question, est-ce que tous les genres musicaux sont bons en musicothérapie? Est-ce que vous interdisez certains genres peut-être trop violents ou je sais pas? Merci. Oui, c'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la résonance en soi, elle est très très personnelle. Voyez, donc, on ne peut pas dire... on n'est plus à l'époque où les musicothérapeutes, il y a 40 ans, on entendait, bon, on va prendre du Mozart pour tel
voilà, une prescription, comme une prescription médicale, quoi, du Mozart pour les turbulents, on va prendre du Wagner pour autre chose, etc. Ça, c'est complètement dépassé. Hein. En formation de musicothérapie, on apprend à oublier notre savoir en musique. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir, par exemple, moi, quand j'ai fait ma formation en musicothérapie, enfin, il y a déjà quelques années, mais dans notre groupe, on était à peu près une douzaine, oui, 11-12 personnes, et sur les 12 personnes, il y avait 2 musiciens qui inscrits pour suivre la formation. Et ces 2 musiciens avaient énormément de mal au début, dans les premiers mois, parce que ils étaient toujours captés. Ils vont dire ah oui, mais dans telle musique il y a une quinte augmentée là qui fait que bon. Enfin, c'était très technique, etc. Et Gérard Ducournau, qui était notre formateur, disait toujours mais oublie ton savoir, laisse la musique pénétrer en toi, t'occupe pas de ce que tu sais. Et c'était souvent un handicap au départ. Bon, après, ils ont travaillé hein, sur eux-mêmes et ils ont appris aussi à laisser entrer la musique en soi sans a priori. Voilà. Mais, bon, bien sûr, au départ on utilise... bon, si on prend le cas des enfants atteints de polyhandicap, au départ, on est obligé de commencer par des choses très douces, etc., ne serait-ce que pour aider à se relaxer un petit peu. Donc on va travailler sur des choses très, très, très relaxantes, etc. Bon. Et progressivement, on va amener des musiques un peu plus dynamiques, en quelque sorte, pour solliciter les mouvements. Mais il n'y a pas de réponse, type par rapport à telle musique. On ne peut pas dire telle musique, il y aura ça, telle musique, non. Tout est possible. Tout est possible et j'ai appris par exemple par un adolescent que j'avais en... Bon là, c'était pas un enfant polyhandicapé, hein, j'exerçais en cabinet pendant un certain temps, j'ai exercé en libéral, donc je recevais à mon cabinet des différentes personnes. Et là, c'était un adolescent. Lui, bon, son handicap, c'était le bégaiement. Mais un bégaiement tonique. Parce qu'il y a des bégaiements cloniques et toniques. Clonique, j'ai envie de vous dire... Bon, vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le bégaiement clonique, c'est-à-dire répétition. C'est douloureux pour celui qui l'a et pour celui qui entend, mais il arrive quand même à s'exprimer. Mais le plus terrible, c'est le bégaiement tonique. C'est-à-dire, je n'arrive pas à te dire, voilà, ça ne sort pas. Là, c'est tonique, c'est-à-dire il y a un blocage complet. Et ça, c'est terrible, terrible. Et donc, j'avais cet adolescent-là qui était comme ça, qui était bloqué complètement et tout. Et bien, en tant qu'orthophoniste, hein, je le recevais, mais comme j'ai plusieurs casquettes en quelque sorte, je lui ai dit, écoute, tes problèmes de parole, ça ne m'intéresse pas. Quoi? Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es, c'est ta personnalité. Vous voyez? Et là, ça fait tilt dans sa tête. Il s'est dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, oui, tu vois, on ne va pas s'intéresser à la manière dont tu parles, on va s'intéresser à ce que tu es profondément. Et on va utiliser la musique. Si tu veux bien, si tu es d'accord. Et donc je suis parti avec lui sur des musiques. Alors je lui ai expliqué, hein, ici on travaille dans la salle, on est pieds nus, on se met en tenue décontractée pour avoir des mouvements libres, etc. Et donc ici je vais te proposer de te laisser ton corps agir comme tu as envie d'agir avec la musique que tu entends. Il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon. Il y a ta façon à toi. Moi, il y a ma façon à moi, mais ma façon à moi, elle n'est pas meilleure que la tienne ou plus mauvaise, elle est différente. Vous voyez, et quand on travaille comme ça, tout le temps, ce garçon-là, progressivement, il a réussi, lui qui était bloqué complètement, aussi bien au niveau de la gorge qu'au niveau du corps, il est arrivé comme ça, très, très, très serré et tout. Progressivement, il s'est ouvert au niveau de son corps et sa voix s'est déliée progressivement. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, je vous donne un exemple, mais bon, on pourra en parler très très longtemps.
Mais oui, bon, voilà. Il n'y a pas... Oui, il n'y a pas... Je n'ai aucun tabou sur aucune musique. J'ai même un garçon qui, à une époque, c'était le rap qui venait de commencer et tout. Bon, bah, c'est lui qui m'a appris des auteurs de rap que je ne connaissais pas. Bah, je lui ai dit, oui, c'est intéressant, apporte ta musique, on va travailler là-dessus, on va voir comment on bouge là-dessus et tout. Et il était très étonné que sur une musique rap, on pouvait avoir des mouvements très très longs. C'est notre propre ressenti et comme on a envie de laisser la musique venir nous chercher. Ouais, d'autres questions ? Alors je vous dis, ceux qui sont intéressés tout à l'heure en partant, j'ai quelques livres, j'ai plusieurs livres là. Pour l'achat d'un livre que vous achetez, je vous donne en cadeau un autre livre qui s'appelle « Donner naissance à son âme », qui est un livre, alors là, complètement philosophique. Hein. C'est un livre que j'ai écrit récemment. J'avais fait une conférence d'ailleurs ici, il y a un petit moment sur ces thèmes. Donc ce livre est offert en cadeau pour l'achat d'un autre livre sur les traitements, etc. C'est juste comme information. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Oui. Ah oui, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ouais, mais je vais me mettre à la lumière. C'est pas grave. Alors, du coup, moi, je voudrais juste savoir, vous avez parlé de formation tout à l'heure. Oui. Enfin, vous avez juste à peine abordé le sujet en disant que... Parlez bien dans le micro, parce que potentiellement, la formation de musicothérapeute était moins intéressante que l'expérience qui pouvait découler de séances, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr. Apparemment, non. La formation, vous parlez ? Ouais, la formation de musicothérapeute. Ah, elle est fondamentale. La formation, voilà, la formation est indispensable. Dans la formation, alors, je vais vous parler de la formation. Il y a deux types de formation en musicothérapie. Il y a la formation dans les ateliers de musicothérapie. Il y en a un peu partout en France. Moi, je l'ai fait à Bordeaux. Et il y en a en université. Le problème, c'est qu'en université, c'est pas vraiment de la musicothérapie. Ils ont 2 ans de musicologie, si vous voulez. Il y a un DU, un diplôme universitaire en 2 ans, qui vous donne un diplôme. Vous connaissez plein de choses sur les musiciens, la musique, etc. Ce qui est très intéressant et non négligeable. Mais ça ne fait pas de ça un musicothérapeute. Et pour devenir vraiment musicothérapeute, alors ces gens qui ont fait un DU doivent aller faire des stages de 6 mois auprès d'un musicothérapeute qui veut bien les accueillir dans le cadre d'une thérapie. Mais c'est très... c'est pas du tout formateur, parce que imaginez, comment voulez-vous accueillir une personne en observateur dans un travail qui est un travail de corps à corps il faut avoir vécu, il faut avoir compris comment raisonner par rapport aux émotions qui arrivent, etc. Vous êtes témoin de ça, mais vous ne le vivez pas. C'est dans le vécu qu'on ressent les choses, c'est pas dans le regard. Vous voyez. Et donc, si vous voulez vraiment devenir musicothérapeute, je vous conseille de faire une formation en atelier de musicothérapie. Okay, alors, dans l'atelier de musicothérapie, comment on est formé justement par des mises en situation pratiques tout le temps. C'est-à-dire qu'on nous met en situation pratique. On nous met en situation pratique, en corps à corps, etc., avec des musiques multiples, différentes, etc. Et on apprend à comprendre la résonance en soi de telle ou telle musique. Et on s'aperçoit que sur 3 personnes qui vont... On est 12 dans la formation, il y en a 3 qui vont s'exprimer ou 2. On leur demande, voilà, sur cette musique, exprimez-vous comme vous voulez. C'est fabuleux, on voit 3 personnes qui s'expriment complètement différemment. Et les 3 sont intéressants. Parce que les 3 le vivent en fonction de leur vécu. Mais après, il faut apprendre à dépasser, parce que si je fais toujours la même chose sur la même musique, ça veut dire que je ne la laisse pas vraiment pénétrer loin dans mon intériorité, vous voyez. Voilà, je réponds un peu à votre question. Ouais, c'est ça. Donc, du D'accord. coup, vous parlez de favoriser les ateliers, mais en fait, il faut quand même avoir fait la formation académique avant. Ah ben oui. Non, vous pouvez faire... Bon, moi j'ai arrêté mes formations. J'étais formateur à La Réunion. Hein. J'ai formé une quinzaine d'éducateurs spécialisés en musicothérapie. Mais ils travaillaient avec moi. Je travaillais avec eux dans les centres. Ils me voyaient travailler et je les faisais travailler. Ils étaient vraiment au corps à corps aussi avec les enfants. Mais néanmoins, même s'ils travaillaient avec moi dans le centre, on avait des stages de formation en dehors tous les
de tous les 15 jours, on avait des week-ends de formation, et ils ont été formés en musicothérapie avec moi. Malheureusement, la formation est arrêtée, parce que moi j'ai arrêté cette formation. J'aurais bien voulu continuer, mais bon, 80 ans cette année, il faut arrêter. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de formation diplômante à La Réunion de musicothérapeute, mais il y a des stages d'initiation. Oui, d'accord. Mais normalement, il y a un formateur qui me remplace. Malheureusement, je viens de rentrer de Madagascar, je n'ai pas eu le temps de le contacter pour savoir s'il a vraiment bien mis en place la formation. Mais laissez-moi vos coordonnées si vous voulez, laissez-moi votre téléphone et votre nom, ou même un email si vous avez, et je vous donnerai ces coordonnées, parce que je ne les ai pas là en tête. Ok, bah avec plaisir. Voilà, comme ça, et puis moi-même je vais le recontacter de toute façon cette semaine, et si j'ai une bonne information, je vous la transmettrai. Oui, avec plaisir. Vous pourrez m'écrire sur une feuille vos coordonnées si vous êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Merci. Vous êtes en quel niveau là vous êtes étudiant? Non, pas du tout. Moi, je suis pas formé en fait, mais j'interviens à l'IMS Le Champ de Mer là, à Saint-Paul avec des enfants polyhandicapés. Bah, Champ de Mer, moi j'ai travaillé. Champ de Mer, avant était à Maison Notre-Dame à Saint-Gilles-Léo. Ok. Et ils ont été transférés à Champ de Mer. Donc je connais tous les éducateurs qui sont là. D'accord. Vous pouvez parler de Roland Vallée à la plupart des éducateurs. Ok. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai animé un stage de musicothérapie chez eux là-bas. D'accord. Oui, je sais qu'il y a des musicothérapeutes qui interviennent. Mais vous travaillez dans cette institution? En fait, je suis pas musicothérapeute, mais moi Non, j'interviens avec d'accord, les enfants. mais vous Et travaillez- je joue de la musique pour les enfants. Ah d'accord, ben, c'est Je bien. fais de la relaxation vibratoire en fait. Oui, non, mais c'est très bien. Mais j'aimerais, dans les années qui viennent, Vous avez développer raison, un peu vous avez mes raison. connaissances. Quoi. Vous avez tout à fait raison, il faut continuer dans ce sens, il faut continuer ce que vous faites, c'est très bien. Et laissez-moi vos coordonnées, je vous contacterai. Avec plaisir. Merci. Voilà. D'autres personnes? Pour quelqu'un qui souffre de SGT, qui a 46 ans, et il a été victime d'agression il y a aussi une quinzaine d'années par un groupe de jeunes, et il n'arrive pas à oublier ce moment. Pourtant, on lui explique que 15 ans après, ce n'est pas les mêmes gens du quartier qui sont là, ils ont vieilli, c'est d'autres, ce n'est pas les mêmes personnes, mais il a peur, il n'arrive pas à oublier. Alors, quand vous racontez votre expérience, effectivement, je trouve que c'est intéressant, parce que vous avez retrouvé, vous avez, je suppose, essayé d'oublier l'attaque. Oui. Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'important c'est pas... L'important c'est ma vie, c'est mon énergie, et la violence de l'autre ne m'intéresse pas. Alors, Donc, voilà. je sais qu'il y a... la victimologie s'occupe de ces problèmes-là, Oui, mais aussi peut-être la musicothérapie. oui. Le problème c'est que... Oui, bien sûr, ça pourrait l'aider, sûrement même, mais encore faut-il trouver un bon musicothérapeute Voilà. à La Réunion. Je ne sais pas actuellement s'il y en a encore. D'accord. Mais... Ouais, c'est travail, intéressant non? parce que faut que je me préoccupe de ça. Savoir s'il y a... Vous professez à La Réunion ou... Non, je ne professe plus. Voilà. Je vous ai dit, je suis arrivé dans ma 80e année et maintenant je prends plaisir à transmettre D'accord. ce qui peut intéresser justement les gens. Et puis si ça peut, si ça peut inciter des gens à faire cette formation, ou des jeunes comme le garçon tout à l'heure, là, pourquoi pas, au contraire, ce serait formidable. Mais voilà, oui. Mais bon, adressez-vous peut-être à des centres. Moi-même, je vais me renseigner parce que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas repris contact avec le milieu là, des institutions. Donc, mais il y a peut-être du nouveau, il y a peut-être des gens qui sont installés. Maintenant, bon, voilà, il faut, si vous trouvez une plaque musicothérapeute, assurez-vous que c'est quelqu'un qui est bien formé en musicothérapie. Bien sûr. Parce que moi, je connais des musicothérapeutes qui, bon, ben, on met 3 bols tibétains, on met un didgeridoo,
peut-être un piano dans le coin, et je suis musicothérapeute. Non, c'est pas ça, un musicothérapeute. Hein. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Du tout, du tout. Hein. Musicothérapeute, formé, c'est quelqu'un qui va travailler corps à corps et qui va comprendre les émotions, voilà, qui est capable de gérer tout ce qui peut sortir chez une personne qui est très perturbée, etc. Oui, parce que il y a tout un travail psychologique. Hein. Comme vous expliquiez, donc, pour ce jeune de 16 ans, je crois, que vous receviez en consultation, oui. C'est pareil, les mots sont difficiles à sortir. Oui. Il faut attendre, le mot il ne sort pas. Voilà, c'est ça, il est toujours en état de tension psychique. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre... Oui, je voudrais faire plus, mais je ne peux pas faire plus quoi, pour le moment. Ouais. Voilà. Bien, écoutez, Monsieur Vallée, vraiment, nous vous remercions parce que c'est moi qui vous les témoignages que vous avez apportés nous ont vraiment nourris pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ces situations-là, nous sont nourris justement d'une autre connaissance d'autrui. Et je pense que, évidemment, partager comme cela les maux dont les uns et les autres souffrent et les moyens de remédier nous font vraiment du bien. Donc merci de nous avoir apporté cet éclairage. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et même s'il y avait peu de monde, mais il y avait la qualité. C'est toujours ça qui compte. Absolument. Très bien. C'est ça qui compte. Voilà, Je vous souhaite une bonne soirée. merci. Et un bon retour chez vous.